Bonjour, je suis Mayolek, et ça faisait longtemps. Ah, les théories de fans, une histoire éternelle qu'on ne croit jamais. Oui, elle était facile et je vous emmerde. Et vu la popularité des films Disney de l'âge d'or, on en trouve encore pléthore sur eux. Même si, en voulant rechercher des théories sur Tarzan, on me renvoyait toujours à la même. Encore maintenant. Vous pourriez pas me faire plaisir et me dire autre chose pour changer? Je sais pas, que Tarzan est mort au début avec ses parents et que tout le film Calas l'imagine dans sa tête, ou qu'il a couché avec Toc, n'importe quoi d'autre que ça! Mais aujourd'hui, on va se centrer sur La Belle et la Bête, qui n'a pas été en reste. On a du beau loufoque, comme Zip qui serait le fils de sang illégitime de la Bête. Eh ben, comme il a dû le concevoir avant ses 11 ans, il a été très précoce. Ça doit expliquer pourquoi Madame Samovar en a presque rien à branler de ses autres mioches. On a les théories classiques à la « tout se passe dans la tête de Belle ». Waouh, quel concept jamais vu. Ils en font deux variantes en plus. Soit elle s'imagine cette aventure comme une métaphore de sa vie mariée avec Gaston à qui elle apprendrait à s'assagir. Soit elle a totalement une case en moins et hallucine tout ça parce qu'elle ne distingue plus la réalité de la fiction qu'elle adore lire. Cette petite dinde est aussi folle que son père. Vous voyez les enfants, trop lire ça peut être mauvais pour vous. Et ça sert à rien de se faire vacciner. Mais on va plutôt se concentrer sur des théories portant sur l'enchanteresse. Voyez-vous, j'ai toujours pris l'amorce du film comme un ta gueule c'est magique acceptable. Une sorcière passe par là, elle maudit le premier connard riche sans parents qui lui parle mal avec des règles bizarres et injustes. Ok, c'est une enchanteresse, elle se fait chier, elle se crée un JDR grandeur nature alambiquée forcée avec les premières pauvres poires qu'elle croise, j'accepte. Mais pour certains, ça ne suffit pas et en s'y penchant, ils y voient des choses à redire. Je vous renvoie à ce passage de la critique de Michael J. à cet égard. Donc on a inventé des théories pour étayer le personnage et son sort. Parce que oui, c'est quand même dingue que personne au village ne sache pas pour cet ancien château. MJ, s'il te plaît. Il y a un sketch des Monty Python dans Sacré Graal qui montre que les villageois et les paysans entourant un royaume ne savent pas forcément qu'ils ont un roi ou un prince, voire carrément qu'ils vivent sous une monarchie. Je veux dire, vous par exemple, vous savez qui est le maire de votre ville peut-être? Vous connaissez les députés, tout ça? Merci. Et une explication, c'est que l'enchanteresse aurait bloqué le village dans une boucle temporelle. Elle pouvait pas juste effacer la mémoire des gens comme dans le remake. Si même le remake a de meilleures idées que vous, donc tous les 3 jours, 2 semaines, 1 mois, faites votre choix, les villageois répètent les mêmes actions sans le savoir. Et j'imagine que l'enchanteresse a dû faire ça aux autres villages alentours parce que doit bien y avoir d'autres gens pour aller à la même foire que Maurice. Donc les femmes enceintes, ceux qui tombent malades, les enfants qui grandissent, etc., ils ont jamais trouvé ça bizarre de se lever le matin en début de boucle avec tous ces changements importants qui leur sont tombés dessus du jour au lendemain à leurs yeux. Depuis les années que cette malédiction a duré, ça fait belle lurette qu'on aurait dû crier à la sorcellerie. Et si vous me dites qu'elle remet également tout ça à zéro avec sa magie, ok. C'est un quasi-dieu maintenant, elle peut faire tout ce qu'on veut. Je crois que le pire avec cette théorie, c'est qu'elle affirme que Belle n'est pas touchée. Ouais, elle sait totalement que les jours se répètent, mais ça la fait pas flipper plus que ça. Et ça explique pourquoi elle n'est pas du tout prise par surprise quand Gaston vient lui faire sa demande en mariage lors de ce énième passage de boucle. Mais bon, c'était pour le sort, et si on parlait de l'enchanteresse elle-même? Une théorie affirme qu'elle et le libraire sont une seule et même personne. Je croyais que c'était le fou! Vous m'avez menti, Chucky et Al! Cela dit, on ne les voit jamais ensemble au même endroit. L'argument, il est assez basique. C'est le seul villageois à être sur la même longueur d'onde que Belle, donc ça le met étrangement à part. En plus, ça justifierait comment il gagne sa vie en donnant gratuitement ses livres comme ça. Alors, juste un mot là-dessus, il donne une fois un livre à une cliente régulière. On appelle ça un geste commercial. Et qui dit qu'il ne vend que des romans, vous savez qu'il existe d'autres types de livres. Bon, en dehors de ça, j'imagine qu'il n'y a pas grand chose à dire pour infirmer ou confirmer cette théorie. En toute sincérité, essayer de rendre l'enchanteresse plus présente et discernable mentalement ne fait que mettre en avant des questions sur ses intentions. Si c'est une entité sympa avec des vues bienveillantes, pourquoi elle fait souffrir aussi sadiquement autant de gens qui ne lui ont rien fait? Et la seule explication que je trouve à ça, c'est qu'on a affaire à une bonne grosse psychopathe.
Et ça mérite beaucoup plus qu'une courte apparition pour avoir une quelconque pertinence. Le remake a essayé de faire pareil de façon un peu plus appuyée, et c'est facilement parmi les pires rajouts que ce film a apporté. Je sais que je ne suis pas le mieux placé pour parler, mais des fois c'est bien de savoir un peu accepter la magie d'un monde. Se poser des questions est toujours bien, mais parfois chercher à tout prix des réponses précises ne peut amener qu'à soulever de plus en plus de problèmes. Et c'est savoir faire la distinction entre ce qui mérite d'être expliqué et ce qui n'en a pas besoin qui vous donne une bonne suspension de l'incrédulité. C'était Mayolek, et quoi qu'il arrive, l'Enchanteresse restera toujours une grosse garce. La tête ailleurs avec des rêves plein les yeux, on ne sait pas quoi penser d'elle.